Bonsoir et bienvenue. Et je crois que j'ai un auditoire, mais ce n'est pas évident quand on est dans le webinaire et on ne fait que se voir. Mais bon, merci à tous d'être ici ce soir. Nous sommes très heureux d'être capables de vous offrir ce webinaire de la part du Cancer du Rein Canada. Et il s'agira des faits saillants de l'ASCO GU 2023 et j'espère que vous trouverez que ce sont de belles informations sur les essais cliniques et ce qui nous attend dans le traitement du cancer du rein. Nous avons deux excellents médecins de l'hôpital d'Ottawa avec nous ce soir. Je vais faire une présentation rapide de chacun d'entre eux. Puis, je laisserai la parole au Dr. Rodney Brough, qui est avec nous. Il est oncologue, urologue aussi. Et ensuite, nous entendrons le Dr. Neil Réaume, qui est un spécialiste en oncologie. Et à la fin, nous aurons une période de questions. Donc, pendant qu'il parle, si vous voulez prendre des notes pour les questions que vous aurez à poser plus tard, alors, je vous demanderai cependant que les questions ne soient pas d'ordre personnel, mais vous pouvez poser toute autre question si vous voulez savoir ce qui est à l'horizon pour nous. Je vous dirai que nous sommes une organisation de patients, nous sommes des soignants, nous sommes heureux d'aider de toutes les manières dont nous pouvons le faire. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour un rendez-vous, quoi que ce soit. Et nous sommes à www.cancerdureincanada.ca. Donc, je vais présenter rapidement le Dr. Rodney Brough. Il est oncologue urologue au sein de la division d'urologie de l'hôpital d'Ottawa. Il est également chercheur à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Il a également obtenu une maîtrise en recherche clinique et translationnelle. Et il pratique tous les aspects oncologie urologique, y compris la chirurgie ouverte, laparoscopique, endoscopique et robotique. Il est actuellement titulaire de la chaire de recherche en oncologie urologique et il est un fan des Canadiens de Montréal et des Bengals de Cincinnati. Et moi, je suis fan de Kansas City du Chief. Donc, j'aimerais également vous présenter le Dr. Neil Réaume. Le Dr. Réaume a fait ses études de médecine à l'Université d'Ottawa. Il a fait une formation en médecine interne à Dalhousie et a ensuite terminé sa formation en oncologie médicale à l'Université d'Ottawa. Il a une maîtrise en épidémiologie clinique de l'Université d'Ottawa aussi. Il est en tête du programme de formation postdoctorale en oncologie médicale de l'Université d'Ottawa. Il est également membre du comité d'analyse économique du groupe canadien d'essais cliniques et sur le comité exécutif de la sous-spécialité de l'oncologie médicale du Collège royal des médecins chirurgiens du Canada. Bienvenue, messieurs. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous ce soir. Nous sommes prêts à vous entendre. Alors, allez-y, Dr. Brough. Merci, Christine. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais Christine m'a appelé après que j'ai fait une présentation à ce sujet au groupe d'urologues canadiens. Donc, ce sont des diapos qui, je me suis dit, seraient intéressantes pour l'auditoire ici, les spécialistes comme moi, les oncologues, les chercheurs. Et il y a certains documents qui semblent ressortir. Donc, je veux partager avec vous ces études, ces recherches qui ont été faites. J'espère que ça vous intéressera aussi. Ces diapos ont d'abord été préparés pour des médecins. Donc, j'essaierai de ne pas utiliser trop de jargon, mais si vous le voulez, vous pourrez par la suite poser des questions de clarification. Donc, les trois points qui, à mon avis, étaient très intéressants pour cette conférence, c'est d'abord la thérapie adjuvante. Et il y a certains articles que je vais vous présenter qui
était très intéressant pour moi. J'espère que le seront aussi pour vous. Je vais vous parler de l'étude de LifeSpark et de l'étude de Zircon. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, et ça a été dernièrement un sujet très intéressant. En fait, que signifie le traitement adjuvant? Et si quelqu'un a une tumeur rénale ou se fait enlever une tumeur rénale et qu'on ne voit pas de cancer nulle part dans l'organisme, et c'est ce qu'on espère toujours, on pourrait considérer que la personne est guérie. Mais si la tumeur était d'une variété un peu agressive, il est possible que la tumeur revienne. Donc, depuis plusieurs années maintenant, on veut donner un traitement avant que le cancer revienne dans l'organisme, traiter assez tôt, traiter avant qu'on le voit à la radiographie, eh bien, on pense qu'à ce moment-là, il y a de meilleures chances de guérir le patient. Donc, nous avons utilisé différents inhibiteurs et nous avons également vu l'avènement de l'immunothérapie et peu après que les essais cliniques aient été faits, on s'est dit qu'arriverait-il si on donnait de l'immunothérapie aux patients qui sont à haut risque de récidive et lui donner un traitement pendant 6 mois, 1 an et empêcher le cancer de revenir. C'était notre souhait. Bon, il y a eu beaucoup d'attention il y a 1 an et demi parce que l'une des études qu'on appelait Keynote a démontré que cela diminuait le temps avant la récidive. Donc, il s'agit ici d'une méta-analyse résumée de 4 études. Donc, chacun des points rouges, j'espère que vous voyez mon curseur. Donc, chacun de ces points rouges que vous voyez à l'écran représente une étude distincte. Les noms des études sont Checkmate, Emotion, Keynote et Prosper. Et la ligne verticale noire, où on voit le numéro 1, signifie qu'il n'y a aucun avantage à ce traitement. Tous les points à gauche de la ligne verticale, par exemple, comme avec Keynote, la fameuse étude dont je vous parlais, n'était pas, ne révélait pas grand-chose d'intéressant, mais les 3 autres ne montraient pas non plus davantage. Et nous étions un peu étonnés parce que Keynote, c'était quelque chose qui nous enthousiasmait et nous avions l'impression que les autres molécules auraient également des avantages et empêcheraient la récidive. Mais le résultat le plus important, c'est d'empêcher, bien sûr, la maladie de revenir et vous permettre de vivre plus longtemps, ce qu'on appelle la survie globale. Et il y a certaines choses qui valent la peine d'être mentionnées ici. Cette étude Keynote, qui est entourée en rouge, nous démontre que les avantages sont d'environ 35 %. Donc, il y a une diminution de 35 % du temps pour récidive de cancer après la chirurgie. C'est pas mal bon, mais si on regarde toutes les études, les avantages, s'il y en a, sont d'environ 15 %. Et je veux que vous vous rappeliez de ce chiffre, une réduction de 15 % pour le temps de récidive. Mais nous n'avons pas de résultat au niveau de la survie globale. Et c'est ça qui intéresse le plus les patients, et nous aussi d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas simplement ralentir la récidive, mais on veut vous permettre de mieux vivre et plus longtemps. Et également, les 3 études ici ont démontré certains effets secondaires et ceux qui ont pris ces médicaments savent que certains des effets secondaires peuvent être assez désagréables. Alors, donc, ce sont des effets secondaires de grade 3, c'est-à-dire très graves, mais qui ne menacent pas la vie. Mais ça peut être sérieux au point de devoir être admis à l'hôpital, prendre des stéroïdes, corriger de réactions graves, etc. Et ce que la méta-analyse nous a montré,
pour ces effets secondaires, c'est que les gens qui ont pris le traitement avaient 2 fois plus de réactions. Donc, il y a définitivement des effets secondaires de tout traitement. C'est ce qu'on essaie d'éviter. Ici, on démontre qu'il y a 2 fois plus de chances de les avoir. Donc, comme je l'ai dit auparavant, si quelqu'un voit sa récidive retardée, ça paraît très bien. Mais le problème avec les thérapies adjuvantes, c'est que plusieurs patients seront guéris avec la chirurgie seule et ça nous inquiète un peu de les soumettre à des effets secondaires. Donc, une thérapie adjuvante n'est logique que si on est capable de traiter suffisamment tôt. Donc, c'est un avantage s'il y a récidive et que le traitement est lieu à ce moment-là. Donc, les auteurs se sont penchés sur cette thérapie. On a regardé en bleu, on voit adjuvant inhibiteur de la tyrosine kinase et en rouge, c'est un traitement avec un adjuvant IO, c'est-à-dire l'immunothérapie. Et on dira peut-être, on attend les rapports de ces études, mais nous savons que certains de ces patients, et surtout aux États-Unis, ont déjà reçu ces traitements. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces patients au niveau survie? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs années, en fait, Neil a été l'un des principaux auteurs de l'une de ces études, au moins sur les thérapies adjuvantes, qui a démontré que l'inhibiteur de la tyrosine kinase démontrait certains avantages. Donc, si l'immunothérapie est importante et peut être bénéfique pour les patients, la ligne rouge sur l'autre graphique serait meilleure que la ligne bleue. Bon, je ne sais pas combien de gens connaissaient ce genre de graphique, mais il s'agit d'une courbe d'estimation de la survie en Y, à l'horizontale. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ça va de 0 à 100. Donc, tous les patients étaient en vie quand ils ont commencé le traitement, bien sûr, mais malheureusement, il y a des gens qui sont décédés au fil du temps. Et la ligne rouge ici représente l'immunothérapie, la ligne bleue, les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Et comme vous pouvez le voir, elles se chevauchent pas mal. En X en bas, on voit la survie en mois, donc 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Et dans cette étude, malheureusement, on a l'impression que les gens qui ont reçu l'immunothérapie n'ont pas vécu plus longtemps ou aussi longtemps que ceux qui avaient reçu l'inhibiteur de tyrosine kinase. Mais ce qui est plus important dans ce type d'étude, c'est le résultat. Et nous entendons encore les résultats d'études randomisées. Et dans 3 au moins, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un avantage sur la survie globale. Bon. Alors, encore une fois, je veux revenir à l'étude que je vous ai montrée au départ. Alors, il s'agit d'un sondage numérique fait auprès des patients qui a été présenté par un groupe de traitement du cancer aux États-Unis. Ils ont fait une étude importante de patients, surtout des patients, mais aussi des soignants, des médecins. Ça a été publicisé beaucoup sur les médias sociaux et ils ont obtenu plus de 1000 patients. 74 de ces patients recevaient une thérapie adjuvante. Alors, c'est pas mal de patients. On a des données. Mais ce qu'on a découvert, c'est que ces patients semblaient surestimer les avantages de la thérapie adjuvante. Je vous l'ai dit, dans l'analyse, il y avait 15 d'avantage de réduction de la récidive. Et en orange, ici, ce qu'on voit, c'est le... Pardon, les lignes vertes et oranges. C'est qu'on a demandé aux patients ce qu'ils pensaient de leur chance de récidive s'ils avaient un cancer de grade 1, grade 2, grade 3. Les lignes vertes,
c'est vraiment le taux de récidive réel basé sur les modèles médicaux. Et nous savons que généralement, chez quelqu'un qui a un stade 1, on a 13 de chances de récidive, mais les patients pensaient qu'on parlait de 18 à 28 pour les stades 2. Le vrai risque était 23 mais les patients croyaient que le risque était beaucoup plus élevé, 37 Et la même chose pour le grade 3. En bas, en rouge, en fait, dans la boîte rouge, nous voyons que 25 des patients qui recevaient une thérapie adjuvante croyaient que cette thérapie réduisait le risque de récidive de plus de 50 ce qui est énorme. Rappelez-vous, ce que l'étude a démontré, ce n'est pas 50 mais 15 Et même dans les meilleures études, qui sont peut-être ou peut-être pas précises, la réduction ne démontrait que 35 Donc, en général, ce que ça me dit, c'est que les patients doivent être mieux informés du risque de récidive. Et deuxièmement, s'ils considèrent une thérapie adjuvante, quels sont les avantages que nous avons vus dans ces études, quels sont les effets secondaires que nous avons vus, et est-ce qu'on sait vraiment si les patients vont mieux vivre s'ils reçoivent une thérapie adjuvante? Et à l'heure actuelle, avec les données limitées que nous avons, nous ne le savons pas. En fait, ils peuvent avoir une vie qui est pire à cause des effets secondaires. Donc, si on change un peu de sujet, le benzotéphane est un médicament, une nouvelle classe de médicaments. L'essai LightSpark qui a été présenté est un comprimé. Bon, il y a des effets secondaires quand même, mais c'est un nouveau type de médicament qui travaille sur la mutation des gènes, la voie de la mutation. Il y a des gens qui savent que la maladie de Von Hippel-Lindau est rattachée à des phénomènes, mais si vous avez un cancer de cellules claires, vous serez peut-être intéressé par ce belgétivant parce que même les patients qui souffrent d'un carcinome de cellules claires du rein, nous aurons souvent cette mutation. Donc, les médicaments qui fonctionnent sur les boîtes de VHL auront probablement offriront de bonnes chances à des patients qui ont le VHL, mais pourraient éventuellement pourraient être bénéfiques pour ceux qui ont cette mutation dans leur tumeur. Donc, c'est une étude qui a été faite sur 61 patients souffrant de VHL, mais chacune de ces couleurs, de ces lignes de couleurs dans le graphique, montre une réduction de la taille des tumeurs rénales. À droite complètement, on voit 4 lignes bleues plus longues. Ça veut dire que ces 4 patients ont complètement éliminé leur tumeur grâce à cette médication. Les lignes vertes et orange aussi, certaines, démontrent qu'il y a eu une réduction de 90, 80, 70 de la taille des tumeurs. Mais ce sont d'excellentes réponses. Et ce qui est le plus encourageant, c'est qu'aucune de ces lignes n'a dépassé la ligne de zéro, c'est-à-dire qu'aucune de ces tumeurs n'a pris du volume pendant la thérapie. Donc, c'est intéressant pour les patients qui peuvent avoir plusieurs tumeurs rénales qui affectent gravement leur vie. Alors, ils peuvent avoir d'autres maladies liées à cette tumeur rénale et ce médicament semble agir sur tout, ce qui est assez intéressant. C'est un comprimé plutôt qu'une injection, ce qui est super, mais il y a des effets secondaires, hypoxie, anémia, l'hypoxie étant un faible taux d'oxygène dans le sang. Ici, encore une fois, nous avons un graphique très intéressant et qui très parlant. En X, ici, vous avez les années. Donc, la ligne rouge montre le moment où les patients ont commencé le belzéphane à gauche. Donc, on va jusqu'à 10 ans derrière. On voit ce qui se passe avec ces patients. Et chaque point noir
est une chirurgie qu'a eu ce patient. Donc, si on regarde chaque patient individuellement, on voit qu'après la ligne rouge, ou à droite, à gauche, plusieurs chirurgies ont eu lieu, certaines pour des tumeurs rénales, d'autres pour des tumeurs oculaires, tumeurs au cerveau, etc. Mais ils ont eu beaucoup de chirurgies. Ce qui est super intéressant, par contre, c'est qu'à la droite de la ligne rouge, on voit très peu de ces points. Les points rouges dans ce cas-ci représentent une chirurgie après le début du traitement au belzutifan. Donc, c'est évident, même 2-3 ans après, de voir qu'il y en a plus. C'est également possible que certains patients qui ont attendu pour avoir une chirurgie parce qu'ils voulaient voir comment le médicament fonctionnait, mais on voit la même chose à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et si ça continue, ce sera très intéressant pour nous. Bon, ici, ce que ça nous démontre, c'est le coût. Alors, les coûts sont représentés en bleu foncé. Ça, c'est le coût d'une chirurgie. Et la première chose qu'on voit, et en vert, bien sûr, c'est le coût associé aux complications post-chirurgie. Donc, les coûts, généralement, en chirurgie, sont très élevés et chutent par la suite. Ça, on pourrait s'y attendre en fonction du graphique précédent. Mais si vous regardez les coûts financiers, on ne parle pas des coûts pour le patient, souffrance, complications, post-chirurgie. La plupart des coûts financiers et coûts personnels après chirurgie sont généralement dus aux complications. Mais on voit que tout ça est bénéfique pour le patient, mais également pour le système de santé. Et on ne sait pas combien coûtent ces médicaments. Les coûts ne sont pas indiqués ici. Bien sûr, les pharmaceutiques ne vont pas les donner gratuitement. J'ai l'impression que le coût de ces médicaments sera relativement élevé, mais ça vaut probablement la dépense. OK. C'est la dernière étude, c'est un peu plus complexe, mais ça a été publié beaucoup dans les médias sociaux et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler. Il s'agit de l'étude ZIRCON. Lorsqu'on parle de l'imagerie pour le cancer du rein, Neil et moi faisons la même chose que ce que nous faisions il y a une vingtaine d'années. La technologie s'est améliorée quelque peu, mais il n'y a pas de changement majeur quant à la façon dont on peut faire l'imagerie chez les patients qui souffrent de tumeurs rénales. On aimerait faire mieux, mais ce ne sont pas toutes les tumeurs rénales qui sont des cancers. Nous aimerions savoir celles qui sont cancéreuses et celles qui ne le sont pas afin de pouvoir mieux préparer les traitements pour les patients et éliminer les effets secondaires d'un traitement pour ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, ici, c'est une étude qui a été faite avec un TEP TDM. Alors, vous savez probablement ce que c'est. Il s'agit d'une tomographie vers émission de positons. On donne une médication en intraveineuse et certaines cellules deviennent plus brillantes. Alors, on utilise et pour ceux qui sont intéressés, si vous n'êtes pas intéressés, oubliez cela. Mais l'anhydrose carbonique est une protéine qui apparaît dans les carcinomes à cellules claires. La majorité, donc 70% des cancers du rein sont des carcinomes à cellules claires. Et cette protéine ne s'exprime que sur ces cellules cancéreuses. Donc, généralement, les autres cellules corporelles ne l'expriment pas. Donc, ça pourrait être une cible de traitement ou une cible pour l'imagerie parce qu'il y a des anticorps qui s'attachent à cette protéine qu'on appelle CA9. Et s'il y a un médicament attaché à cet anticorps, il pourrait tuer l'expression du CA9 dans la cellule ou du moins apparaître à la TEP ou à la tomodensitométrie. Ça fait quand même plusieurs années, 25 ans que ça existe, mais on a eu beaucoup d'études qui se sont penchées sur cette protéine, mais je vous dirais que c'est la première bonne étude qui se penche sur la tomographie par émission de positons et la tomodensitométrie. Donc,
girentuximab qui s'attaque à cela. On donne ça aux patients. On voulait savoir si les tumeurs allaient répondre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a presque pas d'effet secondaire. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas terrible comme thérapie adjuvante, ça ne fonctionne pas. Donc ici, en bleu, ça ressemble à la Terre. Alors, il s'agit d'une cellule cancéreuse, d'une cellule claire du rein cancéreuse. Nous avons la fameuse protéine CA9 et CY inversée sont les anticorps qui vont s'attacher à la cellule cancéreuse et le rond bleu est le girentuximab. Et c'est ce qui apparaîtrait à la TDM. Alors, on prend des patients qui avaient une tumeur CT1A, 1B, donc qui ne s'était pas répandue dans le corps, qui sont localisés au rein et qui sont de tumeurs d'une bonne taille. Alors, vous voyez, avant le patient faire le TEP, ensuite on faisait une chirurgie pour une néphrectomie totale ou partielle. Puis on voulait voir combien de ces tumeurs cancéreuses s'éclairaient et celles qui ne s'éclairaient pas, et on essayait de voir ce qui en était ou comment on pouvait identifier les tumeurs avant le traitement. Mais parfois, on n'est pas sûr si le patient, si les cellules sont cancéreuses ou non. Donc, on se penche sur la sensibilité, la spécificité. C'est un peu complexe, mais bon. Alors, ici, je vous montre cela pour vous dire que la plupart de ces patients avaient des tumeurs d'environ 4 cm. Et voici l'histologie. Alors, carcinome rénal, la cellule claire. Et il y avait d'autres cancers du rein. Et aussi des patients ayant des tumeurs bénignes comme l'oncocytome, des cellules différentes et ce genre de choses. Alors, la sensibilité, 85-87%, c'est bon. Ce n'est pas parfait, mais c'est bon. La façon dont on peut comprendre cela, en fait, pour la sensibilité, 15% des cellules claires seront négatives au TEP. Mais il y aura certaines tumeurs qui apparaîtront et d'autres qui n'apparaîtront pas. Et celles qui sont apparues n'étaient pas des cellules claires. Donc, on peut voir ça de différentes façons. Moi, j'utilise ça si je travaille avec un patient et que j'ai l'étude, mais on ne l'a pas. Mais je dirais, alors, avec une tumeur de 4 cm au rein, je peux vous dire, vos chances de cancer sont d'environ 80%. La chance que ce soit un cancer cellule claire est de 67 à 70%. Si on avait cette médication pour le TEP, on pourrait probablement dire 93% les cellules vont apparaître au TEP, ou je pourrais dire que le risque que ce soit un cancer à cellules claires est plus faible. Donc, nous devons retenir de tout cela que c'est intéressant, ça peut fonctionner, mais comme on peut le voir, ce n'est pas parfait. Et dans la plupart des cas, les diagnostics ne sont pas parfaits. Ils aident à comprendre le risque de maladie. Mais très souvent, on ne peut pas vous dire que certitude à 100%. Parfois, il y a une bonne certitude, mais pas à 100%, parce que parfois, le nombre de cellules cancéreuses est minime et ça n'est pas nécessairement évident à la biopsie. Mais je pense qu'on pourrait continuer avec cet essai clinique. Plusieurs patients pourraient être intéressés à avoir accès à ce type d'imagerie et peut-être que ça pourrait influencer leur choix de traitement. Peut-être voudrez-vous y penser davantage. Les personnes qui ont des tumeurs kystiques, pas solides complètement, veulent savoir s'ils ont le cancer ou non. Alors, peut-être ce test pourrait aider. Une des choses les plus importantes que Neil et moi, on gère beaucoup,
Que se passe-t-il quand quelqu'un a une tumeur rénale et il y a quelques petits endroits qui apparaissent aussi? On ne sait pas si il s'agit de tumeurs cancéreuses ailleurs. Donc, peut-être à ce moment-là, ce TEP pourrait être utile. On pourrait dire, bon, ça n'apparaît pas au TEP, donc présumons que ce patient n'a pas vu le cancer se répandre. Et si on les voit apparaître, on pourrait dire que cette personne a vraiment besoin d'une médication. Peut-être attendrons-nous avant de faire la chirurgie si la personne répond bien au traitement. Et il y a d'autres possibilités assez intéressantes, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Alors, si on n'obtient rien au TEP ou si on voit des cellules apparaître au TEP, on pourrait mettre un anticorps qui permettrait à la radiation de pouvoir aller éliminer ce cancer. C'est intéressant pour nous. Il y a des études qui se font en ce sens. Peut-être nous devrons revenir dans un an ou deux pour vous donner les résultats. Alors, merci beaucoup de votre attention et j'espère que vous avez réussi à comprendre. Je laisse maintenant la parole à Neil. Ah, intéressant, Rod. C'est difficile de te suivre. Et merci, Christine, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux gens ce soir. Je dois m'excuser. Je devrais avoir une diapo de montrer mes conflits d'intérêts, mais je dois vous dire que les médicaments dont je vais parler, j'ai travaillé pour Pfizer et Merck, entre autres. Donc, voilà ce que je voulais divulguer. Bon, là, on va parler plutôt du côté médicaments. On va parler de traitement de première ligne. Je vais faire des mises à jour sur ce qui existe, les données sur les traitements de deuxième ligne également, avec certains médicaments qui se donnent après l'immunothérapie. Et on va vous parler de contenu canadien à la fin. Je vais faire ça rapidement afin qu'on ait le temps de prendre des questions à la fin. Comme vous le savez, le domaine des carcinomes rénaux métastatiques a changé beaucoup. On est passé du séraphénine, puis il y a eu d'autres médicaments, puis on a fait des combinaisons de médicaments. Certaines ont fonctionné en traitement adjuvant, pas en traitement métastatique, pas seulement en métastatique, mais également comme adjuvant. Le réseau canadien publie un document après nos réunions. Il s'agit du RRC-RC, le réseau de recherche sur le cancer du Canada. Ici, nous avons des patients non traités en première ligne. On se base sur le facteur IMDC, qui est le consortium qui est géré par le Dr. Denny Heng. Il s'agit d'un consortium où il y a une base de données sur les cancers métastatiques et ils ont analysé 6 facteurs qui nous permettent de stratifier les patients. Donc, on voit les traitements préférentiels. Ici, nous le voyons bien. Il s'agit d'une combinaison de 2 médicaments. Alors, dont tyrosine kinase dont on parlait tout à l'heure et l'immunothérapie. Et donc, je vais vous parler des deux groupes où il y a des flèches. Nivolumab, cabozantinib, c'est la première étude. Alors, c'était l'étude de Checkmate 9ER. On en a parlé déjà, mais c'est un suivi après 3 ans. Donc, on va revoir rapidement l'étude. Donc, il s'agissait au départ de patients non traités souffrant d'un carcinome rénal à cellule claire, des gens qui ont été randomisés. On a donné une combinaison de nivolumab et cabozantinib. Et le Sunivib était celle qui dominait le marché pendant plusieurs années, mais le premier critère
était la survie à long terme, et l'autre, c'était de voir si les gens pouvaient vivre plus longtemps. Et donc, nous voyons, après 18 mois de suivi, et à droite, dans le carré rouge, on voit après 32 mois, suivi à 32 mois pour la survie globale. Donc, la première ligne montre qu'il y a eu une amélioration de 8 mois. À droite, c'était exactement la même chose, 8 mois sans progression de la maladie. Ensuite, on voit la survie globale. On avait 0,6, on avait 40% de réduction. Les gens allaient tellement bien que nous considérions la médiane. Et on voit ici qu'il y a un léger changement, mais c'est encore très respectable avec une diminution de 30% des décès. Et le taux de réponse objective est encore de nos parts d'une réponse de 28%. Et il réussissait à réduire les tumeurs de façon importante. On doublait. On était à 56 patients. Donc, c'est assez significatif et ça nous démontre que c'est un bon traitement de première ligne. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont pris le taux de survie global. À gauche, on voit que les courbes se chevauchent. Mais quand on arrive à l'intermédiaire, on voit une séparation des courbes et en bas, on voit une séparation importante et en bleu, nous avons le traitement combiné. Alors, nous voyons qu'il y a une très bonne amélioration comparativement aux sunitimib. Ce qui est intéressant, vous regardez ce qui se passe quand les gens arrêtent le traitement. Est-ce qu'ils attrapent autre chose ou est-ce qu'ils vont faire autre chose? Parfois, ils ont de la radiothérapie, une chirurgie, un autre médicament. Et moins de 50% des gens, généralement, ont besoin d'autre chose. Et nous devons améliorer cela, avoir un agent actif. Donc, je veux simplement résumer. Je vous dirais que dans le cas de risque faible, avec la combinaison, nous avons obtenu un taux de réponse amélioré, une progression de la survie sans récidive et sans progression de la maladie. Et dans les groupes intermédiaires, les patients, en fait, ça nous montre que vous leur donnez une double immunothérapie. On va essayer de voir si ça améliore à long terme. Et nous avons une étude, l'étude Cosmic 313, qui a été présentée à Paris à la conférence ASMO. Et ce sont les résultats, les premiers résultats. Il s'agit ici de résultats après un petit peu plus de temps, mais ils ont défini cela par groupe. Donc ici, nous avons encore une fois carcinome à cellules claires limité ici aux intermédiaires et aux faibles risques. Et nous avons donné un triple médicament cabo-nivo-ipi et nous pouvons voir qu'on a donné 4 cycles et ensuite on est passé à 2 médicaments seulement par rapport à un placebo plus le niveau plus le IP. Et donc, les médecins ne savaient pas. Et après 4 doses, on passait à un placebo et au nivolumab. Et nous avons regardé la survie. Est-ce que ça ralentissait le cancer? Les résultats ont été présentés à l'ESMO et nous devons attendre encore un bon bout de temps pour voir si la survie globale était améliorée. Mais ici, nous voyons la survie sans progression de la maladie en orange, différent encore de la ligne bleue. Mais c'est assez significatif. Et en rouge, on voit les bénéfices de 4 mois. Donc,
Ils ont pris la courbe et ils ont regardé, comme je vous l'ai montré auparavant, ce qui a été fait dans les quatre graphiques. Et on a vu que pour le groupe intermédiaire, l'amélioration était significative. On parle de 6 mois de survie sans progression de la maladie. Malheureusement, le groupe à risque plus faible n'a pas vu d'amélioration. Le taux de réponse n'était pas aussi que ce que nous avons vu avec les thérapies combinées. Il y a plusieurs théories. Nous voyons le taux de réponse, la diminution de la taille des tumeurs de 43 dans le groupe complet, ce qui est une amélioration de 7 sur le groupe ayant reçu la double thérapie et 45 dans le groupe risque intermédiaire. Donc, ce n'est pas énorme, mais le taux de contrôle de la maladie, où on a réussi à stabiliser la maladie, là, on parle de 88 Donc, c'est assez impressionnant. Nous pouvons ralentir le cancer, même si nous ne réussissons pas à réduire la taille des tumeurs. On va parler de la toxicité pour des toxicités de niveau 3, niveau 4. Bon, toxicité de niveau 1, niveau 2, ce sont des effets secondaires relativement légers. On n'a pas arrêté le médicament. Mais en 3 et 4, il faut arrêter la médication, il faut intervenir et on voit qu'en ajoutant les triplets, ça augmente beaucoup la toxicité. Nous voyons 42 des gens qui avaient reçu la double thérapie et 70 des gens qui recevaient les 3 et ceux qui avaient des risques étaient encore plus élevés. Et en bas, il y a beaucoup de chiffres, mais j'essaie de vous expliquer. Nous avons essayé d'établir quel médicament causait la toxicité. On est passé de 37 à 60 des patients qui avaient besoin de stéroïdes à dose élevée pour essayer de limiter la toxicité. Donc, c'était inquiétant pour les médecins. On n'aime pas avoir à faire ça. Donc, il faut voir comment on pourra mieux gérer tout cela et comment mieux prescrire ces médicaments en combinaison. Donc, pour résumer, je vous dirais que cette double immunothérapie plus cabozantinib offrait une très bonne réponse, démontrait une belle progression de la survie sans progression de maladie pour ceux qui avaient des risques intermédiaires, mais la toxicité était accrue. Donc, ce n'est pas encore un standard de soins. Les gens voudraient être capables d'avoir un biomarqueur qui nous dirait qui sont les gens qui ont le plus de chances de profiter de cette thérapie et qu'au moins la toxicité en vale la peine. Et nous aimerions connaître également les avantages définitifs sur la survie sans progression de la maladie. Et ce n'est pas un standard de soins ni au Canada ni aux États-Unis. Les médecins font bien attention pour le prescrire. Si on regarde les thérapies de deuxième ligne, il y a plusieurs options. Vous les voyez dans le cadre rouge. Ça dépend de ce que vous avez eu en première ligne, un inhibiteur VEGF, immunothérapie, nivolumab, peut-être allez-vous avoir un autre inhibiteur VEGF, si l'autre arrêtait de fonctionner. Si vous avez eu juste de l'immunothérapie avant, vous pourriez peut-être avoir autre chose. Et si vous avez une combinaison, eh bien, on utilisera probablement l'inhibiteur VEGF. Nous allons voir ce qui a été défini auparavant. Quand l'étude a été lancée, peu de gens avaient reçu de l'immunothérapie. Alors, ici, nous avons l'étude CABOPOINT de Laurent Salbis de l'Institut Gustave Roussy à Paris. Et il y a eu 2 cohortes, ceux qui avaient reçu une double immunothérapie plus un VEGF, dans l'autre groupe. Alors, on les a suivis séparément pour voir comment le CABO fonctionnait. Et ça n'était pas trop mal. Les taux de réponse étaient d'environ 33 dans la cohorte A, ceux qui avaient eu une double immunothérapie, un peu plus faible que ceux qui... Non, 31 pardon, et 25 dans la cohorte B.
Donc, je pense que ce sont des chiffres relativement respectables qui montrent qu'après l'immunothérapie, ça peut être une option viable. Donc, rapidement, je vais vous montrer qu'au Canada, on est très actif. Il y a des résumés, des affiches qui impliquent des Canadiens. Donc, la base de données IMDC est menée par un Canadien. Ils ont regardé quels étaient les résultats chez les patients souffrant de métastases au cerveau avec l'immunothérapie. Avec la chimiothérapie pour d'autres cancers, on sait que ce n'est pas évident d'attaquer des inhibiteurs VEGF au cerveau, mais l'immunothérapie, en fait, avec l'immunothérapie, ce n'est pas rare qu'on ait des réponses positives. Donc, l'immunothérapie semble avoir une certaine activité sur le cerveau chez les patients. Et ce n'est pas une étude randomisée, mais c'est une étude qui démontre que si vous avez un patient souffrant de métastase au cerveau, il y a des chances que l'immunothérapie fonctionne. L'autre résumé, 646 a été fait à Princess Margaret. Ils se sont penchés sur les carcinomes qui n'étaient pas en cellules claires. Il n'y a pas eu beaucoup de patients parce que la majorité, comme je l'ai dit, ce sont des cancers cellules claires. Mais on a regardé l'immunothérapie. Il y a eu des réponses et beaucoup d'études ont été faites dernièrement sur les cancers cellules non claires. Donc, c'est intéressant de voir que certains patients ont bien répondu. Ce sont des études qui sont difficiles à faire parce que le nombre de patients nécessaires pour faire des études randomisées sont difficiles. Il n'y a pas tant de patients souffrant de carcinome à cellules non claires. Le troisième est on appelle le Real World Experience en Colombie-Britannique. On a comparé l'immunothérapie à la thérapie hybride. Donc, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage dans leur expérience, mais ce qu'on essayait surtout de faire, c'était de mieux faire correspondre le traitement aux besoins de la personne, essayer de voir si certaines tumeurs pouvaient répondre mieux à l'immunothérapie qu'une autre, mais ils ont démontré des résultats très semblables entre l'immunothérapie et les autres thérapies. Et ensuite, l'autre, c'est l'IKCC. C'est un sondage mondial sur les patients qui a été fait en 2022. On a présenté des données, les premières données sur cette étude. Et il y a énormément d'informations dans la base de données, mais ils ont des gens qui avaient été approchés pour les études, ils ont fait des tests génétiques. Et je pense et se sont également penchés sur l'expression du bien-être exprimé par les patients. Donc, vous pourrez regarder cela dans l'étude IKCC sur leur site web, l'affiche est là. Et finalement, il y a un essai de radiologie qui est fait. Donc, si vous lisez dans les livres, vous allez voir qu'on vous dit que la radiothérapie ne fonctionne pas bien pour le cancer du rein. C'est faux, c'est un mythe. Ça fonctionne très bien. Nous faisons de la radiothérapie directement au rein. Si quelqu'un a très peu de tumeurs au rein, on ne lui donnera pas nécessairement un traitement systémique. On fera peut-être une radiothérapie. Parfois, on traite un patient et il y a un retour de certaines nouvelles tâches. Nous voudrons traiter seulement cette tâche dans un organe, dans deux organes. Il est possible qu'on le traite par radiation, radiothérapie, mais parfois, on traite la tumeur primaire si elle cause un problème. Alors, je voulais vous parler ici d'une étude canadienne qui a été faite par le docteur Alekan Lalani à McMaster. Et ils se sont penchés sur l'immunothérapie. Ils ont donné un cycle de doublet et ensuite ont traité le rein avec ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique corporelle.
Donc, ce sont 5 fractions de radiation au niveau. Et on pense que ça permet de mieux contrôler le cancer du rein, enlever le plus gros de la maladie. Mais ils ont vu que si on traite la tumeur primaire, la masse va diminuer, mais il est possible que cela libère beaucoup d'antigènes. C'est pour ça qu'on donne les médicaments, le nivolumab, entre autres, pour augmenter les antigènes qui sont nécessaires et qui permettent de mieux répondre. Donc, il s'agit d'une étude en cours et on en a parlé à la réunion comme une étude à surveiller. Alors, je voudrais maintenant remercier le réseau de recherche du cancer du rein du Canada. Alors, il s'agit ici d'un petit groupe. Alors, on voit Rod ici à l'avant. Nous avons des gens il y en a un chercheur qui est décédé dernièrement, il va nous manquer. Bon, merci beaucoup. Je pense que nous avons des questions. Merci, Dr. Bourreau, d'avoir répondu aux 2 questions qu'il y avait sur l'étude ZIRCON. Je veux simplement dire aux gens qui ont posé des questions dans le clavardage que Dr. Bourreau y a répondu par écrit. J'espère que vous l'avez remarqué. Sinon, vous pouvez aller voir en regardant résolu dans ce volet questions-réponses. Alors, il y a une chose très intéressante dans la communauté. J'ai un patient qui a posé une question quant à la radiothérapie. C'est une question générale. Est-ce que c'est un effet secondaire courant qu'il y ait un édème immédiat ou retardé? Je sais. Eh bien, alors, la radiothérapie stéréotaxique est différente de ce qu'on avait auparavant. On donnait toujours la même dose, peu importe ce qu'on traitait. Mais maintenant, grâce à ces machines, on est capable de mieux cibler avec moins de radiation. Et donc, on peut donner de petites doses et bon, ça va donner quelque chose qui va ressembler à un gros hématome. Alors, ce n'est pas immédiat, la tumeur va réduire, mais pas du jour au lendemain. Le maximum de rétrécissement va prendre au moins 3 mois. Donc, on ne fait pas les scans trop rapidement pour voir le rétrécissement, mais vous pouvez voir peut-être une petite augmentation avant la réduction parce que les cellules sont abîmées, vont avoir démontré un peu d'édème avant de se rétrécir, mais une cellule normale ferait la même chose aussi. Ah, merci, ça va aider beaucoup de nos patients. Docteur Brault, votre information sur la thérapie adjuvante était vraiment très utile. Je vous en remercie. Je sais que c'est un peu controversé, cette thérapie aux adjuvants. Je veux simplement vous dire que Cancer du rein Canada travaille en collaboration avec des spécialistes du cancer du rein pour produire des aides à la décision pour la thérapie adjuvante pour les patients et les soignants. Ce n'est pas facile à prendre comme décision et un patient a besoin de faire un consentement éclairé. Donc, nous travaillons là-dessus. Docteur Brault, peut-être pouvez-vous en parler? Et il y a une petite population qui est éligible à cette thérapie adjuvante, non? En fait, il faut arriver à un stade de tumeur particulier. Oui, en gros, le nombre de patients est plutôt limité parce que beaucoup de patients ont des masses rénales très petites, mais la plupart de la variété agressive de cancer du rein, qui représente environ 20%, vous serez éligible. Donc, ce n'est pas un petit nombre qui serait éligible pour ces études. Nous ne savons pas encore quels sont les avantages, quels sont les risques à long terme. OK, merci. J'ai une question. Vous avez parlé
des TEP dans l'étude zircon. Je vais vous demander de répondre de façon très simple, dans des termes simples, parce que souvent on a des questions. Est-ce qu'on devrait avoir un TEP? Et je sais que, ou les PET scans si vous voulez, alors on en offre généreusement. On réfléchit beaucoup avant de faire un TEP, mais est-ce que c'est vrai ou peut-être pouvez-vous nous expliquer? En fait, nous, on considère que c'est un scan de tout le corps et que les cellules cancéreuses s'illuminent ou apparaissent plus claires. Oui, c'est pas clair parce que ce ne sont pas tous les TEP qui sont pareils. La plupart des PET utilisés, ça s'appelle le PET FDG, il va avec une captation du glucose parce que les cellules cancéreuses aiment bien le sucre. Donc, plusieurs cancers vont mieux apparaître quand on administre une solution sucrée pour le PET. Alors, il y a des scans qu'on fait pour certains cancers de façon assez routinière, mais c'est seulement si c'est avantageux. Et le cancer du rein, ont démontré que ces types de PET scans traditionnels ne sont pas si utiles parce que parfois le cancer n'apparaît pas et il y a des zones qui apparaissent qui ne sont pas des cancers. Le rein utilise beaucoup de sucre. Donc, bien sûr, si on utilise TEP, la rein va s'illuminer comme une ampoule électrique parce que le rein capte beaucoup de sucre. Donc, ce n'est pas très utile pour les patients. C'est très rare qu'on va utiliser ça. Maintenant, ce type de TEP dont on parlait, il y a des TEP qui sont particuliers pour certaines cellules spécifiques qu'on cible et on espère que celui dont on vous a parlé sera bénéfique. J'ai l'impression que nous devrons peut-être avoir quelque chose de plus, une autre molécule peut-être, pour que ce soit utile en surplus du girentuximab, mais il faut voir si c'est utile pour les patients métastasés. On ne le sait pas. Nous savons que l'antigène CA9 n'est pas exprimé dans les métastases comme celle-là dans les tumeurs rénales. Donc, il faut faire attention, il faut bien l'étudier, mais on garde les doigts croisés, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais regarder ce que nous avons dans le Q&A. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions sur l'efficacité de nouveaux essais CAR-T? Il ne semble pas y avoir beaucoup d'options pour les patients qui ont déjà eu de l'immunothérapie et de la tyrosine kinase. Oui. Je suis un peu naïf. C'est très limité pour utilisation standard. On l'utilise pour les tumeurs en hémato. Ça s'en vient tranquillement pour les tumeurs solides, mais on ne le verra pas avant plusieurs années. Je n'ai pas vu beaucoup de données personnellement à ce sujet pour les cellules rénales, mais c'est une nouvelle façon de penser. C'est très enthousiasmant, mais ça demande beaucoup de travail. Le Canada un réseau qui se concentre là-dessus. À Ottawa, on fabrique des cellules CAR-T. Rester à l'affût, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est un peu tôt pour faire des commentaires. Désolée. Non, c'est bon. Et ça amène à une autre question. Nous avons beaucoup de patients et de soignants qui, dernièrement, surtout, de la difficulté à voir certaines des thérapies systémiques au Canada qui sont des thérapies exceptionnelles aux États-Unis. Je sais que c'est probablement très complexe comme processus et il est peut-être difficile pour vous d'y répondre pour le Canada, mais pouvez-vous donner des réponses simples et claires? Pourquoi est-ce que ces médicaments sont faciles à obtenir aux États-Unis et sont si difficiles
à voir ici. Je sais que ça doit passer les approbations. Peut-être qu'il y a un problème au niveau financement aussi. Est-ce que c'est simplement au niveau gouvernemental ou pouvez-vous nous donner une meilleure idée? OK, bon niveau, c'est un peu compliqué. Alors, ce sont deux compagnies différentes qui les fabriquent, donc ça ajoute à la complexité qui va faire approuver par Santé Canada parce que les deux médicaments sont disponibles au Canada, mais faire financer ça et faire approuver par Santé Canada, il faut faire des demandes et les deux ont de très bons marchés à l'heure actuelle. Mais quand ça va commencer, je vous dirais que les médicaments qui sont disponibles aux États-Unis deviennent disponibles à un moment ou à un autre au Canada pour la même indication. On est généralement un peu en arrière de 6 à 18 mois. Là, cette fois-ci, c'est peut-être un peu plus complexe parce qu'il y a deux compagnies qui entrent en jeu, mais vous avez parlé du Bezuclasone un peu plus tôt. Alors, ce médicament-là n'est pas approuvé par Santé Canada. On peut y avoir accès par un programme d'accès spécial parce que ça s'adresse à une population très particulière. Mais lorsque ça va commencer dans le pipeline de Santé Canada et ce sera approuvé, euh, ça ira. Il y a généralement des programmes d'accès où ça peut être disponible au Canada, financé par votre province et les compagnies pharmaceutiques essaient d'aider beaucoup à combler l'écart, mais ça s'arrête à un certain moment et parfois ça pose des problèmes et nous devons mettre de la pression sur les provinces. Donc, Santé Canada, pour l'approbation des médicaments, ça peut prendre moins de 2 ans, mais c'est complexe. Et oui, je sens la frustration des patients qui voient ça au Canada, arriver au Canada après que ce soit disponible aux États-Unis. Merci. C'est très utile pour les patients parce que parfois c'est difficile à comprendre, surtout quand vous êtes dans une situation où vous espérez vraiment pouvoir avoir accès à un médicament. Et ça, c'est une question qu'on entend souvent. Donc, si on parle du Bezuclasone, vous en avez parlé pour un certain type de cancer rénal, des patients souffrant de VHL. Dans un avenir rapproché, est-ce que vous prévoyez que ça pourrait être un traitement pour les carcinomes à cellules claires? Oui, définitivement. Nous, à Ottawa, nous avons la chance de participer à un essai randomisé phase 3. Nous allons l'utiliser en combinaison avec d'autres médicaments pour voir si nous pouvons améliorer l'efficacité. La façon dont le Bezuclasone fonctionne, en fait, le médicament dont Rod parlait, c'est la clé et c'est un gène qui, même s'il n'avait pas le VHS, va s'attaquer. Et si on peut bloquer plusieurs événements, nous pensons que ça pourrait aider. Si on utilise un traitement combiné, nous sommes très optimistes. Et oui, nous sommes à faire les études et ça pourrait éventuellement être utilisé pour les carcinomes à cellules claires. Et je pense que le taux de progression des études va de mieux en mieux. Avant, ça prenait 10 à 20 ans et maintenant, ça prend 3 à 5 ans avant qu'un médicament arrive sur le marché. Donc, je pense que nous verrons des résultats très bientôt. Très bien. Parlant de ce qui peut s'en venir, je trouve que le commentaire est très intéressant. Beaucoup de patients, 50% au moins des patients vont aller vers d'autres lignes de traitement. Et j'étais dans une session avec un groupe et ils ont dit la même chose. Cancer du rein Canada, nous voyons une réalité très différente. Plusieurs de nos patients regardent très loin devant. Donc, c'est ma prochaine question et peut-être vous deux pouvez y répondre. Qu'est-ce que vous voyez comme étant la quatrième ligne, la cinquième ligne, la sixième ligne? On a des patients en septième, huitième ligne qui ont bien hâte de savoir ce qui est disponible pour eux, ce qui est possible. Devraient-ils simplement parler à leur oncologue ou
Je vous lance ça là, simplement pour la discussion. Nous avons de la chance à Ottawa de faire partie des rares études. Notre centre de cancer avait une centaine d'études ouvertes à un moment donné. Nous commençons à nous pencher sur des essais et on regarde pour offrir des essais aux patients. Et c'est là qu'on pourrait peut-être faire les meilleurs gains. Nous avons un nouveau groupe à Ottawa où on utilise d'autres médicaments, d'autres combinaisons, les cellules CAR-T. Il faut voir la progression et je vais demander à Rod de voir s'il s'agit de quel genre de progression. Il faut voir quelle est la thérapie que vous recevez. On essaie de gérer la progression de différentes façons plutôt que par une thérapie systémique. Nous essayons toujours de ne pas abandonner, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain si nous avons des bons résultats. Et parfois, une progression lente est meilleure qu'une progression rapide avec les médicaments, dans la mesure où ça ne fait pas ressortir d'autres tâches et que les patients se sentent bien. Donc, il y a plusieurs options différentes, mais nous avons de belles histoires de succès et donc, moins de 50 oui, c'est sûr qu'il y a de belles histoires là-dedans. Docteur Beau, des commentaires? Non, c'est bon. Je pense que les recherches sont là. Laissez-moi vérifier avant de terminer. Je veux simplement m'assurer que ce n'est pas une question personnelle. Je peux peut-être la modifier légèrement. Est-ce que les compagnies pharmaceutiques font des études, demandent une biopsie d'un autre organe, par exemple le foie? Est-ce que c'est standard? Non, c'est en fait l'avenir des essais cliniques. Alors, il y a un manque de capacité dans le système actuel pour le faire, mais on demande souvent de faire des biopsies des sites pour voir si les choses ont changé, pour mieux cibler la thérapie. Pas dans le cancer du rein autant que dans d'autres cancers, mais ça pourrait venir. Donc, oui, ça risque de venir. Les biopsies liquides sont également très intéressantes. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Et on en voit beaucoup dans les études. Mais il faudrait que je regarde si dans l'étude de Tiffany le font, ils essaient de trouver les cellules actives et voir si elles ne sont pas en train de flotter dans le sang ou on pourrait faire la différence avec les biopsies traditionnelles du rein. Alors, ça, c'est l'avenir. Alors, vous avez ouvert une boîte de Pandore. Alors, je ne suis pas informée. Est-ce que les biopsies liquides sont disponibles au Canada ou est-ce que c'est à un certain niveau seulement? Ou ce n'est pas une norme. Souvent, on le fait dans le cadre de recherche, mais il y a une biopsie liquide qui est disponible de Foundation One. Je pense qu'ils l'appellent Fondation liquide ou quelque chose de genre. Ils offrent la biopsie liquide. Le taux de réussite différent de la biopsie tissulaire. Si la réponse est négative, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de cellules qui se déplacent dans le sang. Nous ne verrons peut-être pas les mêmes résultats dans le cancer du rein que dans le cancer du poumon, mais il y a d'autres compagnies qui commencent, Canaxia et d'autres, à mettre des solutions de biopsie liquide. Il y a quelques compagnies au Canada qui commencent à le faire. Donc, restez à l'affût. Oui, oui.
pas de meilleur pour traduire, expliquer. Nous trouvons parfois des mutations, mais nous ne savons pas ce qu'elles signifient. Donc, ce n'est pas parce que vous trouvez une mutation que nous pouvons faire quelque chose là-dessus. Est-ce que nous avons un médicament pour traiter ça? Donc, ça va venir avec le temps. Vous voulez acheter d'autres choses, Dr. Bro? Je n'aime pas le terme biopsie liquide parce que ça porte à confusion par rapport à la biopsie tissulaire. Alors, c'est une biopsie qui peut se passer sur l'ADN, l'ARN ou d'autres choses qui circulent dans le sang où le patient. Un patient, par exemple, que Neil et moi, on aurait avec un cancer du rein métastatique et on a besoin de savoir quelle est la variété de cancer pour mieux cibler la thérapie. Donc, ça ne pourrait pas, nous ne pensons pas, du moins, qu'on puisse obtenir des résultats pour cela à partir d'une biopsie liquide. Alors, ça va nous permettre de dire, bon, il y a ça qui circule dans le sang, ça peut être un prédicteur de succès ou non d'un traitement, mais quand on pense à biopsie, c'est très différent de la biopsie liquide. Mais bon, les nouvelles sont bonnes, c'est très enthousiasmant et oui, c'est bon, Ron. Ce ne sont pas des biopsies diagnostiques pour un cancer du rein. C'est simplement pour aider au niveau des options de traitement. Et Rod a raison. Il y a des tonnes, il faudrait qu'il y ait des tonnes de cellules cancéreuses dans le sang. C'est un bon point, Rod. Merci beaucoup. Je vous ai gardé suffisamment longtemps. Nous avons dépassé notre temps. Alors, merci infiniment. Je veux dire à notre auditoire, merci. Nous avions beaucoup de gens intéressés à ce que vous aviez à dire. Et si on n'a pas réussi à répondre à vos questions ce soir, n'hésitez pas à nous l'envoyer à info@cancerdurein-canada.ca et nous allons faire de notre mieux pour vous obtenir la réponse. Encore une fois, Dr. Bro, Dr. Réaume, merci beaucoup à vous deux du Centre du cancer de l'hôpital d'Ottawa. Ça a été très agréable. Merci. Merci, Rod. Merci tout le monde. On est passé une bonne soirée. Au revoir.